Tu peux faire la meilleure des opérations immobilières de ta vie. Trouver le bien parfait, négocier 30 000 euros en dessous du prix du marché, faire des travaux rentables, créer de la valeur par la division, et à la sortie, te retrouver avec une marge de 150 000 euros sur le papier. Sauf que le jour où tu vends, ou le jour où tu encaisses les loyers, tu te rends compte que l'État t'a pris 40, 50, 60% de ta marge juste parce que tu as choisi le mauvais véhicule juridique ou le mauvais régime fiscal. Et là, tu te dis, mais comment c'est possible? Et c'est possible parce que tu as fait tes travaux avant de penser à ta structure, tu as acheté avant de penser à ta fiscalité, et tu t'es retrouvé à subir au lieu de piloter. La structuration juridique et fiscale, c'est pas juste un sujet sexy. C'est pas un sujet qu'on met en avant sur Instagram. Personne fait de réel dessus parce que forcément ça fait pas rêver, ça fait pas vendre. Mais c'est le sujet qui va faire la différence entre un investisseur qui gagne réellement de l'argent et un investisseur qui travaille pour le fisc, et ça sans le savoir. Donc dans cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est que je vais décomposer chaque structure, chaque régime avec des cas concrets, nom propre, SCI, à l'IS, à l'IR, SAS, la TVA, la plus-value. On va tout passer au crible pour que tu saches exactement quoi choisir en fonction de ton projet, de ta situation et tes objectifs. Et je te préviens, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un arbre de décision simple que tu pourras appliquer dès ton prochain projet. Donc maintenant, avant d'aller dans le concret, il faut qu'on pose un truc. La majorité des investisseurs que je rencontre, ils arrivent chez moi avec un problème qu'ils n'ont même pas identifié. Ils pensent que le problème, c'est les travaux, ou que c'est le sourcing, ou que c'est le financement. Et oui, c'est important, forcément. On en parle aussi dans d'autres vidéos. Mais quand on ouvre sous le capot, quand on regarde vraiment les chiffres, la rentabilité réelle, ce qui rentre, ce qui sort, souvent, le plus gros trou dans la raquette, c'est quoi? C'est la fiscalité. Et c'est la structure juridique qui a mal été pensée dès le départ, ou des fois même pas pensée du tout. Donc je vais te donner un exemple rapide. Je vais te parler de Christophe, c'est un de mes clients. Il a la soixantaine, il a investi depuis les années 90. Donc forcément, il a un patrimoine conséquent. Et il a du patrimoine qui est plus vieux que mon âge. Sur le papier, si tu veux, le mec, il a réussi. Sauf que quand il est arrivé chez moi, sa fiscalité, c'était une catastrophe absolue. Il crachait tellement d'impôts que sur certains de ses biens, il était en cash flow négatif et il touchait absolument plus rien. Et sur d'autres, il perdait juste de l'argent. Donc le problème, c'est pas les biens, c'est pas ses locataires, c'est pas les travaux. Le problème, c'est que depuis plus de 30 ans, il avait pris toutes les décisions fiscales à l'ancienne, comme tonton Jackie. Mon comptable m'a dit que on a toujours fait comme ça. Zéro remise en question, zéro comparaison et surtout zéro optimisation. Donc quand mes équipes sont passées par là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout restructuré sur toute sa fiscalité. On lui a fait économiser des dizaines de milliers d'euros par an, je dis bien par an, juste en repositionnant les bonnes structures au bon endroit, sans changer un seul bien et sans acheter quoi que ce soit en plus. Et forcément, tu te doutes bien que sur certains biens, on a dû arbitrer aussi. C'est exactement là que cette vidéo, elle prend tout son sens, parce que sur la structuration, c'est pas un sujet qu'on traite après. C'est un sujet qu'on traite avant l'achat et avant les travaux, avant tout. Donc maintenant, on va vraiment rentrer dedans. On va commencer par le plus courant, le plus simple et souvent le premier choix quand tu débutes, c'est l'investissement en nom propre. Donc quand tu achètes un bien en ton nom à toi, personne physique, tu as deux grandes façons de le louer. Donc il y a la location nue ou la location meublée. Et selon ce que tu choisis, les règles fiscales, elles changent complètement. On n'est plus du tout dans le même game. La location nue, en fait, tes revenus locatifs, ils vont tomber directement dans ce qu'on appelle les revenus fonciers. Et là, tu as deux régimes possibles. Le premier, c'est le microfoncier. C'est le régime par défaut si tes revenus locatifs bruts sont en dessous de 15 000 euros par an. L'État, il fait un abattement forfaitaire de 30%. En gros, on considère que 30% de tes revenus, boum, ils partent en charge. Pas besoin de justifier quoi que ce soit. C'est simple, c'est rapide, c'est carré. Le problème, c'est, tu te doutes bien, les 70 restants. Ils se rajoutent directement à tes revenus de ton foyer fiscal. Si tu es dans une tranche marginale d'imposition à 30 ou 41%, tu vas le sentir passer. Et plus que ça, tu vas payer des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Le deuxième régime, c'est le régime au réel avec déficit foncier. Là, au lieu de l'abattement de 30%, tu déduis toutes tes charges réelles. Les intérêts d'emprunt, les travaux de rénovation, les frais de gestion, l'assurance, la taxe foncière, les charges de copro si tu es en copro, tout ce qui est lié de près ou de lien à l'activité du bien. Tout ça, tu le déduis. Et si tes charges, elles dépassent les loyers, tu crées ce qu'on appelle un déficit foncier. Donc ce déficit, tu peux l'emprunter sur ton revenu global dans la limite de 10 700 euros par an. Le reste, tu le reportes sur tes revenus fonciers dans les 10 années qui vont suivre. Donc attention, par contre, le déficit foncier en nom propre, tu peux pas déduire les travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. Ça sera uniquement sur les travaux d'entretien, de réparation ou d'amélioration. C'est important de savoir ça avant de se lancer. Donc en résumé, la location nue en nom propre, c'est simple, mais c'est fiscalement lourd si tu n'as pas beaucoup de charges à déduire. Et surtout, tes loyers viennent gonfler ton imposition personnelle. C'est ça qui est dommage. Donc plus tu gagnes à côté, plus tu payes. Ensuite, tu as la location meublée. Là, c'est un autre monde. Quand tu loues un meublé, tes revenus,
ne sont plus vraiment des revenus fonciers. C'est ce qu'on va appeler des bénéfices industriels et commerciaux, le régime BIC, BIC. Et là, ça change tout. Pourquoi? Parce qu'en micro-BIC, tu as un abattement automatique de 50%. Donc si tu veux, la moitié de tes revenus locatifs, déjà, ils sont effacés. C'est déjà mieux que les 30% du micro-foncier. Mais pareil, le reste s'ajoute à tes revenus personnels. Le vrai game changer, c'est quoi? C'est le LMNP au réel. Le LMNP, c'est le loueur meublé non professionnel. Au régime réel, tu déduis toutes tes charges comme sur de la location nue, mais en plus, tu as un outil qui va être surpuissant, c'est l'amortissement. C'est pas de l'argent que tu vas sortir de ta poche, c'est une écriture qui réduit ta base imposable. Donc concrètement, tu peux arriver à 0 € d'impôt sur tes revenus locatifs, et ça pendant plusieurs années. Et ça, c'est ce que fait le LMNP au réel, le régime le plus utilisé et optimisé pour les investisseurs qui font du locatif ou du moins qui démarrent. Par contre, il y a juste un petit piège. Si tes revenus en LMNP ils dépassent les 23 000 € bruts par an, tu vas directement passer en LMP, en loueur meublé professionnel. Et le LMP, en pratique, c'est un régime à éviter. Même en déficit comptable, tu as l'URSSAF à payer, c'est pas stable et les lois elles changent assez régulièrement sur ce type de régime. Donc fais juste attention à ce seuil. Ensuite, on passe aux sociétés. Et là, je vois beaucoup d'investisseurs qui se lancent en société parce qu'on leur a dit que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, que c'était plus optimisé, même sans comprendre pourquoi et surtout sans savoir si c'est adapté à leur situation. En premier, il y a la SCI à l'IR. La SCI à l'impôt sur le revenu, c'est ce qu'on appelle une société qui est transparente au niveau fiscal. En gros, la société, elle n'est pas imposée en elle-même, c'est les revenus qui remontent directement chez les associés dans leur imposition personnelle. Donc, c'est exactement la même fiscalité que si tu avais acheté en nom propre et en location nue, micro-foncier ou régime réel avec déficit foncier. Donc, tu vas me dire, c'est quoi l'intérêt? L'intérêt de la SCI à l'IR, c'est principalement pour faire du patrimonial. C'est anticiper une succession, associer tes enfants et transmettre progressivement la SCI. Donc c'est un outil de gestion patrimoniale, c'est pas un outil d'optimisation fiscale, du moins pour l'investissement. Alors attention aussi avec la SCI à l'IR, par défaut, c'est de la location nue. Donc tu as une tolérance de 10% de revenus provenant de la location meublée, au-delà tu risques une requalification à l'IS et ça c'est un piège que beaucoup ne voient pas venir. Maintenant si on parle de la SCI à l'IS, et là on va changer de dimension en fait. Pourquoi? La SCI à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, c'est une société qui est opaque fiscalement. Tes revenus immobiliers sont uniquement imposés dans la société, dans la SCI. Ils ne se mélangent pas avec tes revenus personnels. Et ça, pour quelqu'un qui a déjà un bon salaire ou des revenus complémentaires, c'est un avantage qui va être énorme. Le taux d'imposition, c'est 15% sur les premiers 42 500 € de bénéfices et 25% au-delà. Donc, tu vois, on est quand même sur quelque chose de très raisonnable. Comparé aux 30, 41 ou 45% de tranche marginale que tu peux avoir en nom propre, plus les 17,2% de prélèvements sociaux. Le calcul, si tu veux, il est vite fait. Donc, en plus de ça, la SCI à l'IS, tu amortis le bien. Comme en LMNP, sans prendre le risque de basculer en LMP. Et tu peux faire de la location meublée sans les mêmes contraintes que la SCI à l'IR. Par contre, il y a un petit revers de médaille. Si tu veux sortir les bénéfices de la société pour les mettre dans ta poche de manière personnelle, tu seras taxé par la flat tax qui est de 30%, il me semble, sur les dividendes. 30 ou 33%, je ne sais plus, sur les dividendes. Donc ça se réfléchit. Après, il y a des techniques, on ne va pas rentrer là-dedans, on n'est pas sur la plateforme pour rentrer là-dedans, mais il y a des manières aussi de sortir l'argent de manière intelligente. Tu ne crées pas une SCI à l'IS pour ensuite te verser en dividendes chaque année. L'idée, c'est de capitaliser dans la société, de réinvestir, de faire grossir ton patrimoine à l'intérieur de la structure. Et là, il y a un deuxième piège important que beaucoup de gens ne voient pas non plus. C'est la plus-value à la revente. En SCI à l'IS, quand tu revends un bien, la plus-value, elle est calculée sur la valeur nette comptable. Ça veut dire que c'est le prix d'achat moins les amortissements que tu auras déduits. Donc si tu as amorti ton bien pendant 10, 15 ou 20 ans, ta valeur nette comptable, elle est très basse. Et ta plus-value imposable, et là, ça peut être énorme. Donc à 25% d'IS au-dessus, tu te doutes bien que ça fait mal. Et si en plus tu te verses les gains en dividendes, tu remets 30% de flat tax par-dessus. Donc, alors qu'en nom propre, tu bénéficies d'un système d'abattement progressif sur la plus-value. Au bout de 22 ans de détention, tu as l'exonération totale sur le revenu. Au bout de 30 ans, exonération totale sur les prélèvements sociaux. Et c'est exactement pour ça que le choix en nom propre et en société, il ne se fait pas à l'instinct. C'est un calcul à faire, c'est de la stratégie et ça dépend de ta durée de détention aussi. Maintenant, si on parle de SAS, de SARL, c'est le véhicule du marchand de biens. Donc si tu fais de l'achat-revente, là c'est différent. Tes marchands de biens et les véhicules adaptés sont la SAS ou la SARL. Bon, de préférence la SAS, on va pas rentrer dans le débat, pareil, mais voilà. Par défaut, ta fiscalité, elle est à l'IS. T'achètes, tu revalorises, tu revends, et le bénéfice, il est taxé dans la société à 15 ou 25% selon le montant. Il y a une exception possible à l'IR pendant les 5 premières années d'exploitation, mais en pratique, la majorité des marchands de biens restent à l'IS. L'avantage de la SAS ou de la SARL pour un marchand de biens, c'est que tu as un cadre juridique qui va te protéger. Tu as une responsabilité qui va être
être limité à tes apports, tu vas avoir un cadre comptable et surtout, tu peux déduire l'ensemble de tes charges d'exploitation, y compris tes frais de recherche, tes déplacements, tes honoraires d'architecte, tes frais de géomètre, tout rentre dans l'opération. Et un point spécifique du marchand de biens, les frais de notaire sont pas les mêmes. En régime de société, quand tu es marchand de biens, tes frais de mutation, ils vont passer de 8% à environ 2,5%. En régime professionnel, du coup, vrai professionnel, en SAS ou en SARL, tes frais de mutation, ils vont tourner aux alentours de 2,5-3%, contre 7 à 8% sur une acquisition classique en nom propre. Donc sur une opération à 300, 400, 500 000 euros, la différence, tu te doutes bien qu'elle est colossale. On va parler aussi de deux sujets qui font perdre des dizaines de milliers d'euros à des investisseurs, et ça tous les jours. C'est la TVA et la plus-value. La TVA dans l'immobilier, c'est un sujet que beaucoup de gens ils vont esquiver parce que c'est assez technique. En fait, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Tu achètes un bien en tant que marchand de biens. Tu peux, dans certains cas, être soumis à la TVA. Soit la TVA sur le prix total, soit la TVA sur marge, qui est souvent bien plus avantageuse parce que tu payes la TVA que sur la marge et pas sur prix de vente global. Mais attention, parce que la TVA sur marge, c'est pas forcément automatique. Il faut remplir les conditions précises. Et si tu te plantes, si ton comptable aussi se plante, tu fais tes calculs au doigt mouillé et la facture, elle peut vraiment te coûter cher et être très très salée. Donc, l'administration fiscale, tu te doutes bien que s'il y a des sous à récupérer, elle sait où est-ce qu'elle va aller les chercher. Donc, mon conseil, c'est pas de te casser la tête toi-même avec la TVA. Tu prends un expert comptable spécialisé en immobilier, tu ne prends pas un généraliste, un spécialiste, parce qu'un mauvais calcul de TVA sur une opération à 500 000 euros, ça peut vite te coûter 50, 60, 80 000 balles en plus, en redressement. La plus-value. La plus-value, c'est ce qui tombe dessus quand tu revends un bien plus cher que ce que tu l'as acheté. Et selon ta structure juridique et ta durée de détention, l'impact fiscal, il est radicalement différent. En nom propre, comme je te l'ai dit, tu bénéficies d'un abattement qui va être progressif. À partir de la 6e année de détention, tu commences à être exonéré progressivement. Au bout de 22 ans, tu as une exonération qui est totale de l'impôt sur le revenu et au bout de 30 ans, une exonération totale des prélèvements sociaux. C'est un régime qui avantage ceux qui détiennent sur le long terme. En société, à l'IS, c'est 0 d'abattement pour la durée de détention. Tu revends dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, la règle, c'est la même. Plus-value calculée sur la valeur nette comptable après amortissement et imposée à l'IS, et c'est tout, point final. Donc si tu prévois de garder un bien 20 ans et de le revendre, je sais pas, pour financer ta retraite ou un nouveau projet, le nom propre, c'est souvent le plus adapté. Si tu prévois de revendre dans les 5 à 10 ans, la SCI à l'IS, ça peut être un peu plus avantageux quand même parce que tu auras payé moins d'impôts sur tes loyers pendant toutes ces années. C'est du calcul et pas du feeling. Là, on va parler de quelque chose de sérieux. On va monter d'un petit cran. Si tu commences à avoir plusieurs sociétés, on va dire à partir de 2, 3, 4 sociétés, il faut que tu penses à la holding. Donc si tu as un projet d'avoir plusieurs sociétés égale holding. La holding, c'est une société mère qui détient les parts de tes sociétés filles. Et ça t'ouvre deux options principales. Si tu as une société commerciale qui va générer des bénéfices qui vont être importants, tu peux faire ce qu'on appelle de l'intégration fiscale. En gros, les déficits de tes SCI à l'IS filles viennent s'imputer sur les bénéfices de ta société commerciale. L'impôt est payé uniquement au niveau de la holding. Donc c'est un mécanisme qui est assez puissant, mais pour ça, il faut que la holding détienne au moins 95% des parts de chaque société fille. Et le frottement fiscal sur la remontée des dividendes, il sera seulement d'1%. Donc si tu n'as pas de société commerciale qui génère de gros bénéfices, tu restes en régime mère-fille traditionnel. Donc l'impôt est payé d'abord dans la société fille, puis il reste les bénéfices, il remonte dans la holding. Là, il faut que ta holding détienne entre 5 et 95% des parts. Le frottement fiscal sur la remontée des dividendes, il sera de 5%. Maintenant, si on veut être un peu plus transparent, la holding, c'est pas pour tout le monde. Ça a des coûts de création, ça a des coûts comptables annuels, des coûts de gestion qui sont plus élevés qu'en nom propre. Et là, ça complexifie un peu ta gestion parce que si tu as un ou deux biens, c'est un peu overkill, tu vois. Donc, si tu commences à avoir un vrai patrimoine avec plusieurs structures, là, ça devient un levier qui peut vite devenir incontournable. Bon, maintenant qu'on a vu tous les véhicules et tous les régimes, la vraie question c'est comment est-ce que tu vas choisir? Donc je vais te donner des réponses assez tranchées et ce qui est préférable de faire en pratique parce que trop de théorie ça paralyse. Et un investisseur qui est paralysé, c'est un investisseur qui perd de l'argent. Donc tes besoins financiers, première chose. Si tu as besoin de revenus complémentaires qui tombent directement sur ton compte bancaire, investis en nom propre. C'est le plus direct, les loyers, ils arrivent chez toi et basta. Si tu n'as pas besoin de revenus dans l'immédiat pour vivre, que c'est plutôt une question d'anticipation ou de succession ou d'association, opte plutôt pour une société. Tu capitalises tout là-dedans, tu fais grossir ton patrimoine à l'intérieur de la structure sans te taxer à chaque euro de loyer qui va rentrer. Pour optimiser la plus-value à la revente, si tu prévois de garder moins de 10 ans, moins de 10-15 ans, privilégie une société à l'IS, tu payes moins d'impôts sur les loyers pendant la détention et même si la plus-value à la sortie est un peu plus taxée, le calcul global, il joue souvent en ta faveur. Donc si tu prévois par contre de garder bien
plus de 15 ans, le nom propre, c'est souvent le plus adapté. Tu profites des abattements progressifs sur la plus-value et au bout de 22 à 30 ans, c'est complètement exonéré. Donc pour optimiser ta fiscalité sur les revenus locatifs, quelle que soit la durée, la société à l'IS, elle est généralement plus avantageuse s'il y a un minimum de charges à déduire et à amortir. Mais si tu prévois de garder moins de 15 ans et que tu veux de la simplicité, le LMNP au réel en nom propre, c'est une arme redoutable. Et à coupler avec des travaux pour pas tomber dans ce qu'on appelle le cash squeeze, c'est quand tu n'as plus assez de charges à déduire et que l'imposition elle te rattrape. Si tu n'as pas beaucoup de travaux, oriente-toi vers une société à l'IS ou le régime micro en nom propre. Les choses elles restent simples aussi. Si tu as beaucoup de travaux, les deux options peuvent fonctionner, mais ça doit être couplé avec ta durée de détention et tes besoins financiers. Je donne un exemple concret. Tu as un besoin de trésorerie immédiat, peu de travaux et tu sais pas encore combien de temps tu vas garder le bien. Donc dans ce cas-là, le micro-BIC en meublé, il est probablement ton meilleur allié. 50% d'abattement, t'as pas de comptabilité complexe, tu as des loyers qui tombent chez toi, c'est simple, c'est efficace. Un autre exemple, tu veux construire du patrimoine sur le long terme, tu fais des opérations avec des travaux qui vont être conséquents, t'as pas besoin de cash immédiat. Là, la SCI à l'IS, elle fait sens. Tu amortis tout, tu déduis tout, tu capitalises à l'intérieur de la société et tu fais grossir ton parc. Je vais te donner les erreurs que je vois le plus souvent. Et crois-moi qu'après plus de 300 projets pilotés, j'en ai vu passer des belles. Donc la première, elle est classique, c'est t'achètes en nom propre parce que c'est plus simple, tu fais quelques travaux, tu mets en location nue, tes loyers ils rentrent directement dans tes revenus fonciers. Au bout de 3-4 ans, tu te rends compte que tu payes 8, 10, 15 000 euros par an sur tes loyers. Pas de charges à déduire, pas d'amortissement, rien à absorber pour la fiscalité. Et le jour où tu veux revendre parce que tu as trouvé un meilleur projet, tu vas te faire défoncer par la plus-value parce que t'as pas encore assez d'années de détention pour profiter de l'abattement. C'est exactement ce que j'ai constaté chez Christophe, dont je t'ai parlé tout à l'heure, avec 30 ans d'investissement, et personne ne lui avait dit qu'il pouvait structurer tout ça différemment. Personne ne lui avait posé les questions par rapport à l'exit, par rapport à la sortie. L'erreur numéro 2, c'est de créer une SCI à l'IS parce que tu as vu une vidéo sur YouTube qui te dit que c'est mieux de faire ça. Tu payes un avocat pour les statuts, un comptable chaque année, tu vas gérer une assemblée générale, des comptes annuels pour au final quoi ? Un seul bien qui te génère 8 000 euros de loyer par an. Et ça fait pas sens en fait. La société, elle sert strictement à rien. Les frais de gestion de la société, ils vont bouffer forcément ton bénéfice. Donc la société, c'est un outil, c'est pas une fin en soi. Si l'outil, il est pas adapté à ta situation, il va te coûter plus cher que ce qu'il te rapporte. Ensuite, et ça pour moi c'est le pire, tu signes ton compromis, tu fais les travaux, tu mets en location nue et c'est seulement là que tu vas voir un comptable pour dire allez, faut que je déclare mes revenus quoi. Sauf que le comptable, là à ce moment-là, il peut plus rien faire pour toi. Le véhicule il a été choisi, le régime il est choisi, t'es coincé. La fiscalité, ça se passe avant et pas après. Si ça se passe après, ça coûte très très cher. C'est comme les travaux. Tout se joue dans la préparation. Quatrième erreur, je la vois tout le temps, c'est tu mets 20, 30, 40% d'apport, t'achètes un bien, entre guillemets, clé en main, sans travaux, tu vas louer en location nue et tu te retrouves sans aucun levier fiscal. Zéro intérêt d'emprunt à déduire parce que ton crédit il est tout petit, zéro amortissement parce que tu es en location nue et en nom propre, zéro travaux à déduire. Donc résultat, tu es imposé plein pot sur chaque euro de loyer qui vont tomber et quand tu veux revendre, tu n'as même pas d'effet de levier pour absorber les frais. Et ça, c'est ce que j'appelle investir comme tonton Jackie. Il a acheté un appartement dans les années 90, il a mis un locataire dedans, il attend, sauf que lui, qu'est-ce qu'il a ? Il a profité d'une hausse du marché de 300% en 30 ans. Donc toi, en 2026, ce modèle-là, il fonctionne plus du tout. Le marché, il va pas faire ta marge à ta place. Je vais terminer sur un point qui est important, c'est les experts comptables et les fiscalistes, ils vont toujours viser l'optimisation maximum et c'est normal, c'est leur métier, c'est leur taf. Mais il y a un truc qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que parfois, trop d'optimisation, ça peut compliquer l'obtention d'un crédit bancaire. Donc, si la structure est tellement complexe que le banquier n'y comprend rien, forcément, il va te dire non. Et un crédit refusé, souvent, c'est un projet à la poubelle. Il existe d'autres solutions, mais quand tu investis, quand tu débutes, tu passes nécessairement par l'emprunt bancaire. Donc, parfois, la simplicité, ça a aussi sa valeur. Chaque situation, elle est unique. Ton choix va dépendre de tes objectifs, de tes besoins financiers, de la durée de ton investissement et de ta situation patrimoniale. Si le projet il est plus complexe, là, tu as déjà du patrimoine, tu hésites entre plusieurs structures, donc tu consultes un professionnel. Et pas n'importe quel professionnel, un spécialiste de l'immobilier. Pas un comptable du quartier qui fait un peu de tout pour tout le monde. Donc, si on doit récapituler rapidement, parce que c'était quand même assez dense. En nom propre, location nue, micro-foncier avec 30% d'abattement ou au régime réel avec déficit foncier, c'est simple, mais fiscalement, c'est lourd si t'as pas de charge. En nom propre, location meublée, micro-BIC avec 50% d'abattement ou LMNP au réel avec l'amortissement, c'est le régime qui est le plus puissant pour du locatif en nom propre, mais attention au seuil de basculement pour pas passer en LMP. La SCI à l'IR, transparente au niveau fiscal, même chose que le nom propre et en nu. Donc c'est un outil de gestion patrimoniale et pas d'optimisation fiscale. SCI à l'IS, imposition 15 puis 25% dans la société, amortissement possible, location meublée possible, mais attention à la plus-value de sortie et à la flat tax sur les dividendes. En société,
Donc SAS ou SARL, c'est plutôt pour les marchands de biens, pour faire de l'achat-revente, IS par défaut, un peu sur la société par défaut, frais de notaire réduit à 2,5-3%. La holding à partir de 2, 3, 4 sociétés pour mutualiser, intégrer et optimiser. Le choix, il va dépendre de 3 choses. Tes besoins financiers, qui sont immédiats ou pas, ta durée de détention courte ou longue et le volume de travaux. Donc, et surtout, la structure, ça se pense avant l'achat, avant les travaux, avant tout le reste. Donc si tu es investisseur ou futur investisseur et que tu sais pas quelle structure choisir pour ton projet, ou pire, si tu as déjà investi et que tu sens que ta fiscalité elle est pas du tout optimisée, tu vas trouver un lien en description qui te permet de réserver un appel stratégique soit avec moi, soit avec un de mes experts, pas avec un commercial à la con, avec quelqu'un qui connaît le terrain. On va analyser ta situation, ton patrimoine, tes objectifs et te dire clairement ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est gratuit, c'est sans engagement, mais par contre, je veux que tu viennes préparer avec des chiffres clairs tes projets en cours, ta situation fiscale actuelle. On n'est pas là pour discuter dans le vide et juste faire connaissance, tu vois. Et si tu veux plus de contenu comme ça, tu sais comment ça fonctionne, tu t'abonnes, tu me remercieras plus tard. C'était Sadia, ciao ciao.